Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, de retour avec une préparation hebdomadaire. On est dans un marché qui est très particulier. Ça fait des décennies ou même, disons, si on est plus réaliste, des années qu'on n'a pas vu ce genre de volatilité-là. Et alors que les gens semblent vouloir s'exciter, se demandent comment que, OK, cette semaine, ça a été slow, ça n'a pas bougé beaucoup. Il faut quand même comprendre qu'on a eu une volatilité quand même intéressante, un mouvement de près de 6% overall entre les highs et les lows cette semaine sur Nasdaq. On va discuter de tout ça cette semaine. On va regarder le début de la earning season également, le calendrier économique et évidemment comment on se prépare pour la semaine prochaine d'un point de vue technique. Avant ça, comme j'ai dit, on va commencer par un retour sur la semaine dernière. C'était une semaine courte. En fait, c'était une semaine courte. Je vous avais mentionné mon manque d'intérêt, si je peux dire ça. C'était pas une semaine qui m'excitait beaucoup. Semaine courte avec des longs week-ends comme ça, après une énorme volatilité, on a commencé à printer un range et ce range-là, oui, il est quand même de près de 6% sur Nasdaq, exemple. Et on parle peut-être de quoi 5% sur le SP500, qui est énorme. Tu sais, vous allez voir, peut-être 80% des semaines dans les 2 dernières années sont avec un range qui est plus petit que ça. Là, cette semaine, on a eu l'impression que ça ne bougeait pas, mais ça a quand même donné des mouvements relativement intéressants. Je vous mentionnais initialement, rappelez-vous, on avait fait la prep le lundi, je vous mentionnais qu'on avait déjà un gros gap-up en place et je mentionnais tant que j'aimerais ça qu'on surveille, en fait, tout va se framer autour de ce gap-là. Si on est capable de supporter le prix, je m'attends à ce qu'on run vers les highs précédents. Le high critique vers 55,63 que je vous avais mentionné ici. Et à l'inverse, si on n'est pas capable de le supporter, ben on risque d'aller attaquer cette zone-là et peut-être cette zone-là. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas été capable de supporter le prix sur le gap de la semaine. Et on a gapé down vers Target 1. On a donné un certain support initialement avant de voir une réaction assez majeure dessus. Donc, c'est exactement le genre de choses que je vous mentionne. Quand je parle de high critique, low critique, c'est ce genre d'interaction-là que vous voulez voir. Est-ce qu'on supporte le prix? First, dans ce cas-là, c'est oui. Mais lorsqu'on break ce prix-là, est-ce qu'on crée quelque chose? Dans ce cas-là, vous voyez le void qu'on a créé vers Target 2 automatiquement, très rapide, très belle run. Certains bounce là-dessus, mais on a respecté le flip de la zone avant de voir pas grand-chose vendredi, mais au moins on a quand même rejeté cette zone-là. Donc, je vous dirais qu'overall, je m'attendais peut-être à un certain support un peu plus important en début de semaine. C'était une semaine OPEX, je vais mentionner à partir du mercredi, Vixpiration. Si on a à avoir de la faiblesse, ça serait pas mal là que ça pourrait se pointer. Donc, je m'attendais à un support un peu plus important, je vous dirais, en début de semaine, qui ne s'est pas vraiment présenté. Et la faiblesse s'est pointée mardi, mercredi, encore une fois en accordance avec le fameux OPEX de cette semaine. Il était jeudi, considérant le short week. Si on regarde du côté du Nasdaq, c'est très similaire. On n'a pas été capable du tout, par contre, de reclaim le gap de la semaine de son côté. Donc, on a rejeté ce gap-là. Par la suite, on est venu holder la zone numéro 1 avant de gap and go en dessous du lot critique vers la zone numéro 2 qui était le target 2. Donc, quand même intéressant. Même chose, interaction avec le lot qui est quand même assez majeur. Respect sur le rallye et on est venu retaper ça vendredi. Donc, c'est une semaine, honnêtement, que, comme je le répète, là, je m'attendais peut-être à un petit peu plus de force en début de semaine. Mais on n'a pas vu beaucoup d'expansion. Je l'ai répété beaucoup cette semaine dans le Discord. Oui, ça se peut que ça se mette à runner, mais tombez pas en. Payez-vous sur les premiers targets parce que je ne m'attends pas à ce qu'on run big time dans une semaine comme ça. On a formé un range et ça va être intéressant de voir pour la suite. Mais la semaine passée, c'est pas une semaine avec beaucoup d'expansion qui avait mon intérêt. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, rapidement, dollar US non plus. Évidemment, si les indices n'ont pas fait grand-chose, le dollar US n'a pas fait grand-chose. On est resté. On a rejeté la zone d'intérêt quand même, mais on n'a pas pris d'expansion sur le downside. Même chose avec l'euro. On n'a pas été capable de prendre l'expansion sur des new highs. Le VIX est resté quand même autour de 30. Donc, ça, c'est un point qu'on va rediscuter tantôt. Mais c'est quand même intéressant de le voir demeurer relativement strong pour le moment. Ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine. Si je parle un petit peu plus d'un point de vue personnel, c'était une semaine où j'ai été extrêmement défensif, seulement 7 trades. On parle de 725 $ à travers les 17 comptes que j'ai. Puis c'est faux, en fait, là, cette semaine, j'ai tradé, mais normalement, je link tous les comptes ensemble et je les copie. Cette semaine, j'ai trade. Exemple, je prenais un premier trade. Si j'étais green sur mes Apex, je délinkais Apex et j'ai arrêté de les trader. Donc, pourquoi? Parce que je suis rendu au payout, un payout de 20 000 qui s'en vient la semaine prochaine. Et je voulais m'assurer de le sécuriser, remplir tous les critères et vraiment protéger ce capital-là.
C'est ce que j'ai fait cette semaine. Ça donne quand même une semaine intéressante où ce que je me suis vraiment, vraiment pas exposé. À travers ça, on a un Red Day, mais je vous dirais qu'il y a pratiquement eu aucun drawdown sur aucun trade ou presque parce qu'on était vraiment, vraiment défensif. Les lives ont été intéressants. On a réussi à caller plusieurs belles runs que personnellement, pour une rare fois, normalement, ce que je call dans les lives, je le prends. Cette semaine, comme j'ai dit, j'ai souvent tradé en pre-market. Les lives, on les a vraiment comme décortiqués de price action, mais il n'y a pas beaucoup de trades qui ont été ouverts au cours des lives cette semaine. Donc, du côté du calendrier économique maintenant, si on regarde un peu pour se préparer pour cette semaine, lundi est une semaine, un matin qui m'intéresse très peu. Je vous dirais que dans un long week-end comme on est actuellement avec le vendredi fermé, oui, c'est ouvert lundi, mais ça fait partie des 2-3 week-ends là, de l'année où ce que vous avez vu jeudi, très peu de volume, slow action. Je m'attends un peu à la même chose lundi. Surtout qu'on est dans un range sur les indices, donc je ne m'attends pas à grand-chose. Lundi n'est pas une session qui m'intéresse beaucoup. Encore une fois, dans cette volatilité-là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si jamais il y a un setup en plus qui se pointe, absolument que je vais le prendre ou y donner une shot. Mais à première vue, ce n'est pas une session qui m'intéresse beaucoup. Mardi, même chose, pas grand-chose à l'horizon du côté du calendrier économique, Fed Speaker. Mercredi, ça commence à être un petit peu plus intéressant avec Waller qui va parler, PMI également, New Home Sales à 10h, Beige Book en après-midi qui pourrait amener une certaine volatilité. Jeudi, Jobless Claims, Durable Goods Order qui est également présent, Existing Home Sales, pas mal ça. Et vendredi, une de mes nouvelles préférées, Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment, qui sont deux nouvelles que j'aime bien transiger. Donc, je vous dirais que vendredi, d'un point de vue calendrier économique, c'est probablement ma session préférée. Gardez en tête également toutes les tensions, les conflits, etc. Overall, tous les tweets. Je vous dirais qu'un seul tweet en ce moment peut donner une plus grande volatilité que n'importe quelle journée du calendrier économique cette semaine parce que c'est pas une grosse semaine. Par contre, le calendrier économique est peut-être pas très chargé, mais c'est le début de la saison des earnings un petit peu plus importante cette semaine. On a eu les banques US qui ont reporté la semaine passée, il y a 2 semaines, et là, on commence à avoir des compagnies un peu plus sérieuses, ben, je ne veux pas dire un peu plus sérieuses, mais qui nous intéressent un peu plus du côté technologique, etc., qui ont un impact un petit peu plus important sur le marché et sur le Nasdaq, entre autres. On commence ça avec Tesla mardi, donc très, très gros earnings mardi après la fermeture. Boeing mercredi, on a American Airlines, Intel et Google jeudi. IBM, Newmont également mercredi. Donc, la saison des earnings qui est relancée de plus belle, qui commence un peu plus sérieusement cette semaine et ça va se poursuivre les semaines qui suivent. Vous le savez, ceux qui me connaissent, les saisons des earnings ne sont pas des moments que j'aime particulièrement transiger dans les marchés. Ce n'est pas des moments où j'ai le plus de succès, même que c'est un peu... En fait, c'est les moments où j'ai le plus de difficultés overall à trouver mes repères ou à trouver ma constance. Là, on est sur une solide séquence. On va tenter de poursuivre là-dedans, mais au moins, je le sais, je suis au courant. Donc, ce n'est pas des moments où je veux forcer les choses. Pourquoi? Souvent, ça bouge beaucoup overnight. Ça va avoir beaucoup de gaps, beaucoup de mouvements overnight. Dû entre autres aux earnings. Ça va se transposer sur les indices. Exemple, les earnings de Tesla en soirée mardi, ça risque d'amorcer un mouvement durant la nuit sur Nasdaq. Et là, tu arrives à la session du matin, il y a déjà un mouvement d'amorcer, tu risques de consolider un petit peu plus. Donc, ça change un peu l'ordre généralement des sessions et personnellement, j'ai un peu moins de succès là-dedans. Donc, soyez conscients que peut-être c'est le cas pour vous aussi. Reconnaissez-le, mettez-le dans votre journal et vous allez être capable d'identifier un pattern. Donc, soyez-en conscients. Je ne regarde pas nécessairement les chiffres. Les chiffres m'intéressent plus ou moins. Évidemment, la réaction va parler d'elle-même. Mais qu'est-ce qui va m'intéresser dans cette saison des earnings-là, dans ce contexte économique-là, c'est vraiment les guidance que les compagnies vont donner. On le sait, J-Pow, la Fed, blablabla, tous ces gens-là, ils pèsent leurs mots, ou ils décident vraiment, ils filtrent beaucoup l'information qui va sortir, évidemment, dans les médias, dans les conférences, etc. Alors que les business, dans leur guidance, sont généralement assez transparents et assez ouverts, assez réalistes, terre à terre. Donc, j'aime beaucoup voir là, le feedback de ces leaders-là par rapport à leur guidance, leur vision sur les prochains mois, prochaines années. Donc, c'est plutôt ça qui va avoir mon intérêt dans la saison des earnings qui s'en vient et non pas nécessairement les résultats qui risquent encore une fois de battre les expectations. Voilà pour ça. Maintenant, si on passe aux choses sérieuses, puis on regarde un petit peu du côté technique, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Je vais commencer un peu par un prélude.
vous donner un peu ma vision des choses. Tu sais, ça fait 2 semaines, 2, 3 semaines peut-être là, depuis le lot que je vous dis que j'ai pas vraiment d'intérêt, ou du moins que le bias, pas que j'ai pas d'intérêt, mais que c'est plus difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va arriver pour la suite à court terme, moyen terme. Puis c'est la réalité. Je veux dire, on a des swings de 15-20% en quelques sessions. Tu peux pas dire, tu peux pas savoir exactement c'est où tu vas aller next parce qu'on a vraiment bien call out ce rundown-là. À partir de là, on a besoin de temps. Et justement, ce temps-là, je pense qu'il va falloir vraiment faire une mise en garde, ou du moins un call de conscience, de réaliser que c'est pas nécessaire. Tu sais, vous savez comment de fois je vous dis, vous ne pouvez pas comparer deux graphiques parce que ça veut rien dire. Donc, tu sais, là, j'ai des gens qui m'écrivent, hey, regarde ça avec 2008, regarde ça avec 2009, regarde ça avec 2020, c'est similaire, je pense qu'on a bottom, etc. Votre travail en tant que trader et ou investisseur ou n'importe quoi, c'est pas de savoir si on a bottom ou si on a topé. Ou... Évidemment, c'est quelque chose qui est le fun de savoir. Mais si vous comprenez dans quoi vous êtes en train de travailler, ça va vous ouvrir les bonnes portes, les bonnes horizons et les bonnes façons de travailler. Personnellement, qu'est-ce que je vois en ce moment? C'est un marché, puis je n'ai glissé un mot la semaine passée, c'est un marché qui pourrait avoir des capacités d'avoir des rallyes relativement importants, des gros swings de prix sur le upside, mais en ce moment, je ne vois pas ce marché-là revenir au all-time high. Je ne le vois pas trouver un bottom de sitôt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un autre up move de comme une dizaine de pourcents. Je le répète, là, c'est quelque chose que je ne serais pas surpris de voir ça. On va parler un petit peu plus cette semaine. Là. Je m'attends encore moins de ça cette semaine. Mais je veux dire, je ne suis pas prêt à dire qu'on a trouvé un bottom en ce moment. Et je pense vraiment que, alors que les gens, lorsqu'on voit de la grosse volatilité, puis que ça bounce, OK, on a trouvé un bottom, puis on regarde pour trouver un higher price et retourner vers les all-time high. En ce moment, je suis plutôt dans une optique où ce que ça pourrait être un marché un peu comme 2022, qui va prendre du temps. Et si vous regardez 2022, à plusieurs reprises, on a eu des rallyes d'une couple de mois qu'on était comme, OK, c'est reparti. Et finalement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait juste établir une trend down. Et personnellement, c'est ce que je m'attends pour une bonne portion de l'année, peut-être même plus sur les indices. C'est quand même un gros statement que je fais là, c'est simplement mon opinion personnelle. Encore une fois, si je me trompe, je vais être le premier à le reconnaître et à être très content. Parce que ça va vouloir dire que c'est bullish overall et c'est bon pour la majorité des gens. Mais en tant que trader, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? C'est que ça risque d'être un bon paradis pour cette année. Parce que si je vois des gros rallyes qui ne sont pas nécessairement un retour vers les all-time high, ça va signifier quoi? Des gros swings de prix up, mais également des grosses réactions down ensuite. Et c'est ce que je m'attends. Je m'attends à ce qu'on ait vraiment des gros swings up and down, mais jusqu'à preuve du contraire, personnellement, mon bias overall demeure bearish, je vous le dis, même si on verrait ça, éventuellement un higher high là-dessus, je ne serais pas en train d'acheter un dip, je serais en train de shorter dans la force pour voir plus bas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je voulais juste faire la petite prélude parce que j'ai eu beaucoup de questions à propos de mon opinion. On a vraiment bien timé ce retracement-là. C'était assez exceptionnel. L'OPEX de février jusqu'à l'OPEX de mars, textbook, pratiquement au jour près. Maintenant, c'est quoi la suite? Je pense que ça va être plus complexe, mais je focus quand même, encore une fois, sur le downside. Ceci étant dit, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, plus précisément d'un point de vue technique? Vous voyez, je n'ai pas tracé grand-chose en daily. Pourquoi? Parce que j'en ai aucune idée. C'est la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on est dans un range, comme j'ai mentionné. À l'intérieur de ça, on pourrait dire 12%. On pourrait le tighter comme à 5-6%. Donc, tant qu'on est à l'intérieur de ça ici, il y a du fun à avoir en scalpant, mais je ne peux pas vous donner avec conviction la suite pour cette semaine. C'est très difficile pour moi d'aimer quoi que ce soit. On peut par contre se fier aux éléments qui sont en place. Les éléments qui sont en place, c'est quoi? On a tourné le coin sur l'OPEX d'avril. Qu'est-ce qui veut dire que généralement, on ouvre une certaine fenêtre où ce que la force est moins présente. Et ça concorde encore une fois parfaitement. Si vous regardez les dates, quand est-ce qu'on a commencé à avoir de la force? Mercredi, semaine pré-OPEX, jusqu'à quoi? Mardi, semaine OPEX. Mercredi, c'est le vrai, techniquement, Vixpiration. C'est là qu'on a eu le seul down day. Donc, le support du price action a été fait littéralement du mercredi pré-OPEX au mercredi de la semaine OPEX. Et là, on arrive dans une fenêtre où cette force-là, ces flows-là, devraient être moins présents. Est-ce que ça va être utilisé pour donner de la faiblesse? C'est ce que j'aurais tendance à suggérer personnellement. Tant que ce gap-là ici, puis on va flipper en 1 heure parce que la Daily Chart ne nous donne pas beaucoup d'informations, tant que le gap de mardi à mercredi dernier
est en place sur le SP500 et tantôt on va regarder le Nasdaq. Tant que ce gap-là est en place, personnellement, je vais favoriser lower. Je vais favoriser un prix qui va descendre, un marché qui va baisser. Est-ce que ça veut dire qu'on est all short cette semaine? Absolument pas. Si jamais il y a des rallyes ou des setups longs qui se mettent en place, ça me fait un grand plaisir de le prendre. Et le premier serait si on reclaim 53-52 en début de semaine. J'aime le long over ça, vers le gap. Une fois qu'on est dans le gap, personnellement, je prendrai mes profits et je tomberai en mode observation. Si on veut faire confiance à plus haut cette semaine, il faut qu'on reclaim 54-50. Si on break over 54-50, je crois personnellement que les targets qu'on avait la semaine passée peuvent être à ce moment-là attaqués. Et j'ajouterais même que si on fait ça, ça va quand même être un gros statement de force parce que voir ce genre de force-là, ce genre de weekly breakout-là, dans un marché qui techniquement devrait pas trop être supporté, ça serait quand même un gros statement. Et si on fait ça, je crois vraiment qu'on pourrait voir le rallye que je vous ai parlé tantôt, là, vers 58, 53, 57, 5800, dans ces coins-là, au cours des 2-3 prochaines semaines. Donc, c'est un scénario qui est quand même pas nécessairement lui que je favorise le plus, mais c'est quelque chose que je vais regarder cette semaine si on est capable de reclaim le gap de la semaine passée et particulièrement 54-50 pour prendre de l'expansion en haut de ça. Si on le fait en début de semaine, exemple, et qu'on rejette là-dedans, c'est encore mieux. On a vraiment un reste de semaine où on va avoir un focus bearish à vers mon premier target cette semaine qui est 52-51. Et j'ai encore la même zone critique. Vous avez vu, on est dans un range en ce moment avec une zone critique sur le upside et une zone critique sur le downside. Lequel on sort en premier, mais surtout de quelle façon on sort de ces niveaux-là, va vous dire la suite des choses. Donc, si on est capable de prendre de l'expansion en dessous de ces lots-là, à ce moment-là, on va venir balancer la chandelle historique de mercredi, il y a de ça 2 semaines, le 9 avril. On a besoin éventuellement de venir balancer cette chandelle-là. Donc, si on prend de l'expansion en dessous de la zone ici, on va regarder pour rejeter ensuite pour aller balancer ça. Et encore une fois, dépendamment de l'ordre des choses, ce balancement-là va nous dicter la suite, dans le sens que si on est allé up first, si on revient ici, je ne crois pas que c'est simplement pour balancer et repartir. Je crois plutôt qu'on va aller attaquer les lots. À l'inverse, si on va down en premier et qu'on vient balancer ça et qu'on crée quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, on pourrait revenir à l'intérieur du range, peut-être regarder pour attaquer higher éventuellement. Mais gardez une chose en tête, je ferai attention. J'aimerais mieux shorter dans la force dans ce genre de marché-là que d'acheter dans la faiblesse. Acheter dans la faiblesse dans ce marché-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse actuellement. Loin de là, j'aime mieux me planter en shortant dans la force que en achetant un dip qui pourrait être une continuation, étant donné que le marché a flippé bearish overall. Soyez-en conscients. Donc, ça ressemble à ça. Je ne m'attends pas nécessairement à de la grosse expansion, mais je le répète, si c'est down, ça pourrait je ne m'attends pas de voir des lower lows cette semaine. Je m'attends à ce qu'on continue à bâtir un range peut-être plus large et plus longtemps, mais je ne ferme pas la porte, considérant qu'on est dans une semaine post-OPEX. Si c'est le cas, fine, ça pourrait être assez rapide, puis honnêtement, faites attention, là, ça pourrait aller très très vite. Si on perd ces lots-là, 4500 devient un target relativement proche. Je sais que ça a l'air très très loin, comme je le dis, je ne m'attends pas à ça nécessairement, mais c'est pas impossible de voir des nouveaux lots cette semaine, à mon humble avis. Si on regarde maintenant du côté du Nasdaq, pas mal dans la même situation. Si on le regarde en daily, c'est la même chose. Je ne peux pas vous donner grand-chose non plus. Il n'y a rien. Comme on est à l'intérieur de la chandelle de mercredi 9 avril, et tant qu'on va être là-dedans, il faut considérer qu'on est dans un range, encore une fois. Donc, tu sais, ce range-là, qu'on peut couper en deux, là, comme étant celui-là, tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas de focus bigger picture, si je peux dire, qui peut être mis en place, autre que, oui, c'est bearish, mais soyez-en conscients, soyez prudents. Une chose qui m'intéresse, vous voyez cette trendline-là, vous savez que j'aime pas les trendlines. Si on va down first, on va vous le montrer tantôt, je pense qu'on pourrait vraiment trapper les shorts avant de revenir dans le range, peut-être aller attaquer le gap, etc. C'est quelque chose que je ferme pas la porte, un peu comme je viens de vous dire sur le SP500, qui pourrait arriver. On va flipper sur le 1 heure également pour être un petit peu plus précis. On va enlever cette trendline-là, mais je veux juste que vous gardiez quand même cet aspect-là de possibilité où si on break down ici, je sais que je ne suis pas un fan de trendline break, en fait ça n'existe pas des trendlines, mais ce ne serait pas le trendline break qui m'intéresse, c'est la zone critique, low critique, 18160, 18030.
deux niveaux pivots. Si on break ça avec conviction et qu'on respecte avec un imbalance, on va aller balancer le lot de la chandelle de mercredi et après ça, on verra qu'est-ce qu'il y en est, mais ce serait mon objectif pour cette semaine. À l'inverse, si on break ça, et qu'on ne quitte pas les lots critiques avec de l'expansion et plutôt qu'on wick puis qu'on revient, à ce moment-là, je pense vraiment qu'on pourrait regarder pour un setup long intéressant vers minimum le gap ici, le high critique à 19 000 et si on reclaim 19 000, à ce moment-là, je pense qu'on va avoir un weekly breakout vers le high de mercredi. J'en ai parlé la semaine passée, je m'attendais vraiment à ce que ça soit take-out. Je m'attends encore à ce que ça soit take-out à un moment ou à un autre. Est-ce que ça peut être cette semaine? Absolument. Et si on a soit un scénario où on n'est pas capable de prendre d'expansion down, je favoriserais ce target-là ultimement cette semaine. Et à l'inverse, si on va rapidement over ces niveaux-là, je m'attends à ce qu'on attaque ces highs-là relativement quick. Si on le fait en premier cette semaine, je serais prudent sur ce break-là parce que je pense qu'on pourrait voir lower ensuite. Et si on est allé down en premier, bien évidemment, comme là, je me paierais là-dedans anyway, mais ça pourrait être un petit peu plus sérieux, vers des niveaux un petit peu plus importants, où ce que là, ça remettrait vraiment en question le prélude que je vous ai dit pour 99% des gens. Personnellement, je demeurerais confiant bearish, même si on aurait à avoir un rallye encore de 10-15%. C'est pas nécessairement ce que j'anticipe, mais il faut garder la porte ouverte dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de contexte-là. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Je pense qu'il y a des beaux niveaux. Restez quand même conscient qu'on est dans un range. Et tant qu'on n'est pas... Tu sais, là, je vous ai donné des scénarios où on tente de prendre l'expansion en dehors du range. Ça se peut ce scénario-là n'expansionne pas, qu'on revienne là-dedans, puis qu'on replonge. Ça ne veut pas dire qu'on take out un côté, qu'on s'en va attaquer l'autre automatiquement. Généralement, c'est ce que j'aime jouer. Mais dans ce genre de volatilité-là, vous n'avez pas besoin de ça. Je veux dire, tu peux aller targeter le gap and go, 5%. Tu n'es pas obligé d'avoir le 10, 12, vous comprenez? Donc, soyez-en conscients et soyez surtout conscients du risque actuellement. C'est pas le genre de marché que vous voulez tomber en amour avec des positions. Prenez vos gains, prenez vos pertes et reprenez des positions avec des nouvelles entrées lorsque vous avez vos confirmations, lorsque vous êtes plus certain. Je vous garantis que ça va être pas mal plus payant que d'essayer de snapper un low, de snapper un high et de vous accrocher à une position. Du côté du dollar US, honnêtement, je favorise lower, là, ça c'est certain. Mon focus, ça fait des mois que j'en ai parlé lorsqu'on était ici en septembre 2024. Je vous mentionnais que j'aimais beaucoup ce bottom-là. Si jamais on breakait le pattern plusieurs années, c'est ce qui allait être mon focus. Finalement, on a eu un monster rally. On a même venu faker out les highs. Mais là, la structure, c'est de toute beauté. Mon focus est vers 97 700 sur le dollar US. J'ai pas vraiment d'intérêt. Rappelez-vous, il y a des longs moments où j'aimais beaucoup le dollar US, beaucoup l'euro. Actuellement, c'est intéressant. On est dans une direction qui est solide, mais gardez en tête qu'on pourrait être quand même un peu comme les indices. On n'est pas à l'abri d'un rallye un petit peu plus imposant. Et tant qu'on n'a pas ce gap-là à travers les deux chandelles, là, ça serait quelque chose d'intéressant. Si jamais on veut aller là, j'ai une prise de décision qui pourrait se prendre pour quelque chose du genre. Si on va down first, on va juste continuer. Observez comment on va interagir avec le low ici. Donc, selon si on break, si mettons on commence à weaker ça cette semaine, là, je pense qu'on pourrait avoir un rallye. Si jamais on prend de l'expansion, vous allez surveiller comment on travaille autour de ce lot-là. Est-ce qu'on laisse le void ouvert pour aller attaquer ça? Ce serait le deuxième scénario. Si on regarde du côté de l'euro maintenant, similaire, j'aime higher sur euro, donc autour de 1,15 dans ces coins-là. Là. Ça serait mon focus court moyen terme. Encore une fois, il ne faut pas fermer la porte à avoir peut-être un dip. Un low serait quand même intéressant avant de revoir un punch. Pas vraiment d'intérêt de mon côté. Je ne touche plus vraiment au Forex actuellement. Je trouve que les indices sont plus intéressants que ça. Du côté du VIX, je veux dire, avec le scénario que je vous ai dit tantôt, personnellement, je ne m'attends pas à ce que le VIX soit crush et je ne m'attends pas à revoir le VIX autour de 12 de sitôt. Je vous ai parlé de mon intérêt vers un marché qui va continuer à être baissier au cours des prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'on va revoir le VIX à 60. Comprenez-moi bien, ce n'est pas parce qu'on va faire des lower lows que le VIX va faire des higher highs. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'aime beaucoup le gap autour de 37, 35 et 37. Là. Je ne sais pas, peut-être que sur un autre leg, est-ce que ça va être cette semaine? Je m'attends à ce qu'on revienne puncher là-dedans éventuellement.
Mais sérieusement, le VIX en ce moment parle beaucoup. C'est la première fois depuis littéralement 2, 3, 4 ans que je le vois être aussi soutenu aussi longtemps, même si les indices démontrent une certaine résilience. Mais ça ne veut pas dire que je m'attends de voir le VIX revenir à 60. Là. Même, je ne crois pas qu'on va revoir ça de sitôt, à moins que le prochain leg soit très violent. Il n'y a rien d'impossible. Mais surveiller le gap et surveiller si on oscille entre 30 et 20, c'est déjà un environnement qui est beaucoup plus favorable d'un point de vue trading. Quelque chose de très critique, les fameuses yields en ce moment. Puis tu sais, je vais faire un petit pont avec un peu plus fondamental là-dessus. Vous avez sûrement vu dans les médias que Trump veut clairer G-Pow. C'est pas d'hier, by the way, là, comme on a vu ça d'un grand titre partout over le week-end, mais c'est pas d'hier. Pendant sa campagne, il disait déjà que G-Pow allait revoler quand il allait rentrer en poste. Quand il est rentré en poste, il a retiré ses commentaires, mentionnait que non, c'était correct, faisait une bonne job, etc. Mais anyway, techniquement, légalement, il ne peut pas avoir ce pouvoir-là de clairer comme ça. Tout est possible, par contre. Mais une chose est certaine, c'est que de voir les yields résilientes comme ça dans cet environnement-là, c'est ce qui fait en sorte que ma prélude que je vous ai donnée avec ma vision de ce que le marché pourrait voir encore de la difficulté au cours des prochains mois, peut-être même prochaines années, ça s'aligne un petit peu avec ça. Parce qu'à chaque fois que le marché a eu des difficultés au cours des 15, 20, 30 dernières années, on a toujours vu une intervention de la Fed. La Fed a sauvé le cul du marché. En ce moment, on ne peut pas faire ça. En fait, on peut. Il n'y a rien d'impossible. Mais on est dans un environnement d'inflation où ce que oui, depuis 2-3 mois ou 1 mois ou 2 mois, les CPI sortent as expected ou meilleurs qu'anticipé. Tout le monde sont positifs avec ça. Mais dites-vous une chose, si c'était si sous contrôle que ça, la Fed n'hésiterait pas actuellement à couper les rates. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Et ça, personnellement, je suis quand même un petit peu surpris, mais positivement, dans le sens que ça aurait été facile là, de couper les rates en disant hey, l'inflation est de retour. Mais s'ils ne le font pas, dites-vous que c'est peut-être plus sérieux que qu'est-ce qu'on nous montre. Et personnellement, c'est un peu mon point. Je pense vraiment que l'inflation est loin d'être sous contrôle. Je pense vraiment qu'on va revoir une deuxième vague des plus sérieuses avec tous ces tarifs-là, etc. Qu'on n'a pas encore l'impact maintenant, mais c'est un peu comme en 2020 quand on a mis les taux à zéro, etc. Ça a pris 2 ans avec l'inflation frappe. Mais quand la vague a commencé à lever, puis qu'on a commencé à couper les taux, on n'était plus capable de contrôler cette inflation-là. Et c'est un peu là-dedans qu'on pourrait s'enligner si jamais la Fed panique et commence à couper les taux, à mon avis. Simplement, opinion personnelle, encore une fois, je ne suis pas un pro de fondamental, mais c'est la vision que j'ai des prochaines années sur les marchés et je ne vois pas comment on pourrait avoir des nouveaux sommets dans ce genre d'environnement-là où ce que tout le monde est habitué d'acheter des dips puis d'acheter des dips. Ça fait littéralement 20 ans qu'on fait ça. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas, je ne vous dis pas que c'est une mauvaise idée pour du long terme, etc. Mais je vous dis que pour une optique de 2 à 5 ans, peut-être moins, je trouve que c'est peut-être quelque chose de différent qui nous attend cette fois-ci. Ceci étant dit, ça fait le tour pour notre prep. Juste un mot sur Gold. Je voulais garder ça en 30 minutes. Ça va pas mal être ça. Mais regardez le plus beau dip de l'histoire du Gold qu'on a manqué. Puis j'ai oublié, je voulais le montrer la semaine passée, j'ai oublié. Mais c'était tellement beau. Rappelez-vous comment je vous ai dit ça, là, ça restera pas là. On a un vol en daily, un bloc en weekly. C'est un sweet spot pour un buy. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai absolument rien fait. J'ai pas baillé ça. Je l'ai acheté en day trading. J'ai day tradé 2-3 trades sur ce bounce-là qui ont été payants, mais rien comme ce genre de mouvement-là. Et vous trouvez que le gold est extensionné? Personnellement, je ne pense pas que c'est la fin. Il y en a qui sont fous avec la crypto, qui disent Hey, je pense que c'est le début, on va aller à 1 million. J'embarque vraiment pas là-dedans, vous me connaissez. Mais pour Gold, je ne vous dis pas qu'on va aller à 1 million, mais je vous dis que personnellement, ce genre de dip-là, ce genre de structure-là, oui, ça semble extensionné. Je pense plutôt que c'est le début de quelque chose d'un petit peu plus sérieux sur le gold qui pourrait vraiment se poursuivre. Ça fait un peu suite à ce que je viens de vous expliquer avec ma vision 2-5 ans, exemple des marchés. Donc, je suis bullish sur gold. Il n'y a pas grand-chose qui va changer ça, à moins que d'un méga reversal technique. Mais pour l'instant, c'est un setup qui est excessivement strong. Si on est capable de revoir le prix là-dedans, ça pourrait être un buy intéressant également. Du côté des stocks, je vais faire un coup vite, mais Nvidia, short, n'importe quel pop, c'est ce que je vous dis depuis le début de ce marché baissier-là, et ça fonctionne très bien. La semaine passée, il y a eu des belles opportunités de shorter ça, gap and go. Vous voyez là, ce genre de gap-là qui n'est pas capable d'être reclaim, c'est quand même assez strong. Vous connaissez mon target numéro 1 qui est le chiffre 75 sur Nvidia. Je suis très bearish sur Nvidia, je pense personnellement. Ça fait longtemps que je vous l'ai dit, je pense qu'il a topé. Je pense vraiment qu'il a topé et je pense qu'il y a beaucoup de place sur le downside. Un titre comme AMD intéressant également. Je pense qu'on va aller filer le gap éventuellement autour de 75.
Apple. T'sais, encore une fois, là, ça a l'air intéressant comme Il faut pas que vous ayez peur de shorter dans la force, quitte à sortir rapidement de vos positions, mais c'est vraiment dans ce genre de marché-là, soit vous achetez dans la faiblesse, qui est peut-être pas recommandé, c'est l'équivalent de vendre dans la force dans un bull market, ou vous shortez dans la force, qui est l'équivalent d'acheter un dip dans un bull market. Il faut que vous flippez cette mentalité-là. Puis encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ça va marcher à 100% parce que est-ce qu'on est vraiment en train de confirmer qu'est-ce que je dis qu'on va aller plus bas au cours des prochaines semaines, prochains mois? Difficile à dire dans les graphiques, mais personnellement, c'est plus là-dessus que je m'enligne en ce moment. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est, mais assurez-vous de ne pas chasser des mouvements dans ce genre de volatilité-là parce que vous allez être en difficulté très, 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 très rapidement. Earnings de Google cette semaine, vous voyez comment il y a de la difficulté. Je le vois aller plus bas, il y a de la place encore beaucoup, on verra. Sinon, un titre comme Tesla qui a également ses earnings, c'est une belle consolidation. Pour vrai, là, si on n'est pas capable de supporter là-dedans, ça va être vraiment laid. Là. Comme il y a des gaps dans ce coin-là qui pourraient devenir des objectifs intéressants. Honnêtement, c'est quand même difficile de vouloir shorter vers ça. C'est encore très loin, on est très extensionné. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que les earnings vont apporter sur un titre comme Tesla. Généralement, bouge beaucoup sur les earnings pour être un point tournant pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end. En fait, on est pas mal dimanche, donc le week-end est pas mal fini. Mais venez nous rejoindre, on trade en live à tous les jours. Je partage mon écran. Les alertes sont là. Les call-outs sont là. Les préparations sont là. Venez apprendre avec nous autres. On est là à tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit demain. Salut tout le monde.